Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle édition d'Interview croisée. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Guillaume de Lavalade. Guillaume de Lavalade, vous êtes le directeur général de Boine que l'on ne présente plus puisque vous êtes un membre et un sponsor important du DigiWorld Institute. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Christophe Villard. Christophe, vous êtes le directeur des systèmes de transport et d'exploitation de la Société du Grand Paris. Merci de votre présence. Nous avions évoqué avec Guillaume notamment ce projet qui est un projet très important qui concerne tout ce qui va être la concession des réseaux de communication Wi-Fi et d'Internet des objets du métro du Grand Paris Express. Alors, c'est un projet assez considérable qui d'ailleurs est assez révolutionnaire parce qu'il mène à la fois de la technique numérique mais aussi des opérations bien évidemment de transport et ça va changer la vie de tous les concitoyens, en tout cas franciliens. Est-ce que, Christophe, vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce projet et la façon dont les différentes étapes vont se mettre en œuvre? Oui, bonjour. Donc, la Société du Grand Paris construit donc, le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, c'est 4 nouvelles lignes de métro, les lignes 15, 16, 17 et 18 du métro parisien, ainsi que les extensions de la ligne 14 vers Orly d'une part et vers Saint-Denis d'autre part. Ça représente 200 km de nouvelles lignes que l'on construit de 2017 à 2030. Ce qui revient à doubler le linéaire du métro parisien. Les 200 km de lignes seront accompagnés de 68 gares qui vont donc créer des quartiers tout autour de Paris. Et la spécificité du métro, c'est qu'il est organisé en rocade autour de Paris. Donc, si vous voulez, c'est une grande différence par rapport au métro traditionnel parisien qui, lui, est plutôt en radial et qui fait que pour pas aller d'une partie à une autre de la banlieue, vous êtes obligé de passer par Paris. Dorénavant, avec le Grand Paris Express, on pourra passer de banlieue à banlieue directement et donc fluidifier les mobilités autour des banlieues. Donc ça va changer le dessin finalement du réseau du métro parisien, c'est cela? Oui, complètement. Ça va faciliter grandement la vie des franciliens qui vont effectivement pouvoir passer d'une banlieue à l'autre plus facilement et accéder donc plus facilement à des emplois. À la santé aussi, aux hôpitaux, aux universités, aux centres de recherche, ainsi qu'aux espaces de loisirs. On peut, avec le Grand Paris Express, on pourra réduire de 40 à 50% les temps de déplacement par rapport à ce qui se fait aujourd'hui si vous devez prendre soit la voiture, soit les bus. Et de fait, ça va faciliter le report modal de la voiture sur le métro. Ce qui est un vrai sujet pour tous les franciliens. Alors si je comprends bien, on va doubler finalement la superficie du métro, on va permettre aussi de décongestionner d'une certaine façon le centre, qui ne sera plus le centre de Paris, fait, oui. qui ne sera plus le point de passage obligatoire, et on va contribuer et participer au développement du territoire, à l'attractivité du territoire, du point de vue donc santé, du point de vue éducation, du point de vue emploi. Et quelles sont les autres solutions, les autres propositions que vous avez à travers ce projet? Alors effectivement, 80% des gares seront interconnectées soit avec le réseau existant, soit avec les nouvelles lignes du Grand Paris Express. Alors ce métro, ce qu'il faut bien noter, c'est que d'une part, il est souterrain, mais surtout, il est automatique, complètement automatique, donc sans conducteur. Donc si vous voulez, c'est un logiciel, un ordinateur qui conduit les métros. Alors l'avantage, c'est que l'ordinateur connaît toute la topologie des lignes et il est capable d'anticiper. Alors le métro, il sera particulièrement performant. C'est un métro très fiable et très disponible, d'un niveau de standard équivalent à ce qui se fait de mieux dans le monde aujourd'hui. C'est comparable au métro moderne que l'on trouve en Asie ou au Moyen-Orient. Et il sera capable de rouler jusqu'à 110 km/h en pointe. 110 km/h. Tout à fait. Et donc une vitesse commerciale moyenne de 65 km/h contre, si vous voulez, à peu près 40 km/h pour la ligne 14 aujourd'hui. Et même le RER est à 49 km/h de vitesse commerciale en moyenne. Donc si vous voulez, les trains vont accélérer assez rapidement. Ils vont monter à 110 km/h et ensuite ils vont freiner. Et le logiciel va être capable d'anticiper le freinage très en avance, ce qu'un conducteur ne peut pas faire, pour arriver à vitesse quasiment nulle en gare et donc économiser l'énergie en freinant au maximum et utiliser le phénomène de décélération. Et de la même manière, si un train arrive au moment où un train est censé partir en gare, il va être capable d'attendre quelques secondes
pour être sûr de bien synchroniser la décélération du train arrivant avec le train qui va démarrer pour pouvoir récupérer l'énergie de freinage et éviter la consommation d'électricité. Donc l'automaticité est une garantie à la fois en termes de sécurité et d'une certaine façon aussi est nettement moins énergivore Voilà, que les systèmes que l'on connaît actuellement. Tout à fait. On estime qu'on peut économiser jusqu'à 25% d'électricité par rapport à un métro classique avec conducteur en utilisant ces phénomènes d'automatisation. Donc si je comprends bien, c'est ce qui existe déjà par exemple sur la ligne 14 où il n'y a pas de conducteur et on va augmenter la vitesse, augmenter aussi d'une certaine façon la sécurité et augmenter les critères qui sont les critères de consommation d'énergie. Voilà, et on va aussi augmenter la fréquence des trains, puisque on n'a plus les temps de réaction du conducteur qui fait qu'on peut, l'ordinateur étant beaucoup plus rapide, on peut mettre plus de trains dans le tunnel. Et on a un intervalle qui peut descendre jusqu'à 90 secondes entre trains en heure de pointe, ce qui permet d'avoir une meilleure capacité et un meilleur emport. Et de la même manière, lorsqu'il y a un événement particulier ou nécessité de rajouter des trains, par exemple une sortie de match de foot, on peut tout à fait automatiquement commander des trains qui sont donc c'est très modulable, qui sont modulables et qui viennent soulager la charge instantanément. Si vous voulez, c'est comme un jeu vidéo avec un joystick et vous pouvez rajouter des trains, enlever des trains sans avoir bien sûr à prévenir un conducteur 2 semaines à l'avance comme on fait aujourd'hui avec un métro classique avec conducteur. Fantastique. Alors, Guillaume de la Valade, Guillaume, on voit la technologie est très présente de fait. Et quelles sont-elles en fait ces technologies qui sont embarquées dans ce projet ? Alors, nous, modestement, on est sur la partie vraiment connectivité numérique. Mais avant d'aller sur ce terrain, je voudrais quand même souligner dans le propos de Christophe le vrai savoir-faire français sur le ferroviaire, sur la construction de métro. Vous l'avez compris à son propos, il y a vraiment une technicité et une expertise technologique qui est assez unique dans le monde. Et donc, on va vraiment avoir un métro du 21e siècle avec ce projet. Nous, comme je le disais, sur la partie numérique, la Société du Grand Paris nous a fait confiance sur le Wi-Fi et l'Internet des objets. Donc on n'imagine pas un métro du 21e siècle sans connectivité. Donc fournir du Wi-Fi, c'est une des expertises là pour le coup qu'a Eubouane, notamment sur la partie cas d'usage, puisque comme vous le savez et vous l'avez rappelé tout à l'heure, on opère le Wi-Fi dans les aéroports, mais aussi dans pas mal d'autres lieux accueillant du public. Ce qui est intéressant avec peut-être la comparaison entre l'aéroport et le métro, c'est que vous avez à la fois des passagers, et vous avez à la fois des opérationnels qui viennent s'acquitter de la maintenance, du service et autres. Et ces deux populations ont des besoins, que ce soit les passagers qui ont besoin de connectivité pour juste leur process de passage dans les différents guichets, mais aussi pour se divertir, et les professionnels, bien évidemment, pour opérer toutes leurs tâches du quotidien. Donc on va déployer plusieurs milliers d'access points, de points d'accès, en bon français, de points d'accès Wi-Fi dans les 68 gares qu'a mentionné Christophe, et également dans 180 trains. Donc non seulement dans les gares, mais dans les trains, vous aurez de la connectivité Wi-Fi. Et on va également déployer de l'Internet des objets, donc principalement sur base de technologies LoRa ou RFID, qui vont permettre là, de mettre beaucoup de capteurs un petit peu partout, qui vont servir pour le coup davantage aux opérationnels. Et si vous réfléchissez un tout petit peu à cette révolution du quotidien que va être ce nouveau métro, bien évidemment quand vous êtes au guidon de votre vélo, au volant de votre voiture, vous êtes occupé à conduire, à piloter. Quand vous êtes assis confortablement dans un métro, vous récupérez du temps de cerveau, disent certains, mais globalement, vous pouvez utiliser ce temps pour travailler. Si vous êtes le matin en partant au travail, vous commencez à dépiler vos mails, pour vous divertir. Et cette connectivité Wi-Fi, c'est la plus abordable pour les millions de terminaux Wi-Fi. Bien évidemment, il y a besoin de la 4G, de la 5G, c'est un autre projet, mais en tout cas, le parc de terminaux est largement en Wi-Fi est largement supérieur à celui de la 4G, 5G. Donc, vous voyez, une connectivité Wi-Fi en abondance sur tous les lieux, dans les gares, dans les métros. Et je voudrais juste revenir aussi sur un point qu'a évoqué Christophe. Ces 68 gares, certaines vont être des mini-cités, des mini-villes. Sur plusieurs étages, avec non seulement des endroits pour commuter entre une ligne et une autre, mais également des commerces. Ces commerces, eux aussi, ont besoin de connectivité. Ça fait partie de l'art de vivre, entre guillemets, dans ces transports. Et donc là aussi, on va leur fournir de la connectivité Wi-Fi
pour opérer tout leur commerce. Donc en fait, on crée à travers ce projet des écosystèmes au niveau des gares en tant que tels. Et alors justement, Christophe, comment est-ce que ce projet contribue à l'attractivité des territoires, au développement des territoires, qui est un sujet qui nous est très cher, notamment en France? Oui, lorsque le Grand Paris Express sera terminé, 98% des Franciliens seront à moins de 2 km d'une gare. Donc 2 km, c'est une distance que l'on fait tout à fait, soit en vélo, soit en bus, mobilité douce. Et donc tout l'enjeu sera effectivement de développer des quartiers autour des gares pour pouvoir accompagner l'arrivée de ces mobilités douces. Donc ce que fait la Société du Grand Paris, c'est que dans les 300 mètres autour de la gare, on travaille sur ce qu'on appelle des pôles, des projets de pôles, avec les collectivités territoriales et Île-de-France Mobilité. On cofinance des études de pôles pour faciliter des reprises de trottoirs, des modalités d'arrivée de bus électriques et des parkings à vélo. Ça, c'est la première chose. Donc vous embarquez aussi dans votre projet les différents types de mobilité. Nous ne sommes pas uniquement effectivement sur le métro, mais aussi les mobilités associées. Vous parliez du vélo ou de tout ce qui a trait à l'électrique. C'est bien ça? Tout à fait. Alors on cofinance les études pour réaliser ces modalités qui permettront d'accompagner effectivement les mobilités douces. Dans les 800 mètres autour des gares, donc 800 mètres, si vous voulez, c'est un peu la distance que l'on est prêt à faire à pied pour aller prendre un métro. Dans les 800 mètres autour des gares, si vous multipliez ça par les 68 gares du Grand Paris, ça vous fait 140 km², qui est 1,5 fois la taille de Paris intramuros. Donc on estime qu'on a un potentiel de reconstruction, parce que lorsqu'on va construire une gare, forcément des commerces, comme l'a dit Guillaume, vont se construire autour, des gens vont venir habiter. On a un potentiel de reconstruction de la ville de l'ordre de 1,5 fois la taille de Paris intramuros. Donc ce qui représente à peu près 32 millions de mètres carrés de projets immobiliers qui sont potentiellement réalisables d'après les études. Sur ces 32 millions, la Société du Grand Paris va en faire 1 million en propre. Donc on fait de la copromotion avec des promoteurs pour construire, soit sur les toits des gares, soit à proximité directe des gares, des espaces. Alors bien sûr, ça va être des espaces de bureaux, mais il y a aussi des espaces, des logements, notamment des logements sociaux. Et donc tout un potentiel important de développement, de redynamisation du territoire, et qui passe effectivement par une contribution au développement du numérique. Donc comme Guillaume l'a dit, on installe du Wi-Fi dans les gares, mais on va aussi installer 170 000 km de fibres noires sous les voies ferrées, dans le béton de radier du tunnel. On installe de la fibre optique, 170 000 km. 170 000 km, c'est donc assez considérable. Et alors, juste en termes d'agenda, qu'est-ce qui est proposé? Puisque, si j'ai bien compris, on va normalement jusqu'en 2030. Ça va être par tranches successives, c'est cela? Voilà, au fur et à mesure de l'ouverture des gares, les quartiers vont se construire progressivement autour des gares. Alors, certains promoteurs ont anticipé, notamment ceux qui travaillent avec celui du Grand Paris. D'autres viendront après, avec les collectivités territoriales. On va redynamiser tout ça. Par contre, la question, c'est comment on amène du numérique dans ces territoires et comment les projets immobiliers, les commerces qui vont être créés, les logements vont pouvoir être équipés de fibres à haut débit. Donc ça, c'est effectivement tout le travail que l'on réalise, notamment grâce à ce réseau de fibres noires, grâce au Wi-Fi, grâce au développement de la 5G qu'on installe aussi systématiquement dans toutes les emprises du Grand Paris Express. Alors on le voit dans ce projet, d'une certaine façon, l'urbanisation est appréhendée comme étant nativement technologique, mais quelles sont les contraintes que vous avez pu rencontrer, Guillaume de la Valade, notamment sur la partie technique? Quelles sont-elles et comment avez-vous pu y répondre? Alors déjà, il y a une première contrainte qu'on partage, et c'est une responsabilité également de calendrier avec la Société du Grand Paris, puisque Christophe l'a dit, il y a 2 gares qui sont emblématiques, qui sont les 2 bouts de la ligne 14, qui doivent être prêtes pour les Jeux Olympiques. Orly d'un côté, donc songez que vous aurez un métro direct qui va aller jusqu'à un aéroport en 2024, c'est quand même une révolution pour tous les Franciliens. Et la deuxième partie, à l'autre extrémité, c'est Saint-Denis-Pleyel. Donc ces 2 gares doivent être prêtes pour les Jeux Olympiques, donc ça met une première contrainte pour nous, parce que bien évidemment, hors de question de ne pas avoir de Wi-Fi. La deuxième contrainte qu'on a, vous l'avez compris, ce sont vraiment des travaux quasi pharaoniques. Et donc nous, modestement, avec le Wi-Fi, on est un petit peu les derniers à opérer. Donc on passe, et c'est normal, on passe après les tonnes de béton, après les tonnes d'équipements électroniques pour faire fonctionner les métros automatiques. Et donc le fait d'être le dernier à intervenir, quelque part, c'est le plus compliqué. Si je prends une comparaison un peu triviale,
si vous faites intervenir le plombier après le peintre chez vous, le plombier, il ne faut pas qu'il écaille la peinture. Là, on a un petit peu ce contexte. Donc vous intervenez d'une certaine façon en bout de chaîne, donc ça signifie effectivement que dans les dernières secondes avant notamment les Jeux Olympiques, il faut que tout soit bien fini. Exactement, et donc on essaye, sans mauvais jeu de mots, de rattraper le train qui est en marche, de prévoir pour les futures gares un maximum, et ça la Société du Grand Paris fait un gros travail de coordination, hein. On sous-estime le nombre de corps de métier qui interviennent, et coordonner tous ces corps de métier, l'ordonnancement, c'est vraiment, c'est un art là aussi. Et donc on essaye de prévoir au maximum. La troisième contrainte qu'on rencontre, c'est que beaucoup de ces gares sont des œuvres architecturales, des œuvres d'art. Et donc, il y a un design, une architecture qu'il est hors de question d'aller gâcher avec un point d'accès Wi-Fi. Vous n'imaginez pas, et c'est le cas dans certaines gares, une voûte dont la beauté architecturale a été travaillée et avec un point d'accès Wi-Fi qui pendouille au milieu. Ça, c'est juste pas possible. Donc, on a des compromis à faire avec la Société du Grand Paris sur comment offrir la meilleure connectivité sans abîmer l'œuvre architecturale qui a été faite. Et ce n'est pas de tourpeau. Voilà, c'est vraiment l'art du Donc compromis. des débats importants avec les architectes, avec tous ceux qui s'occupent de l'urbanisme pour embarquer aussi cette dimension esthétique. Ça, et puis on essaye aussi de stimuler nos ingénieurs radio pour que, là aussi, en plaçant les points d'accès Wi-Fi, on ait vraiment la meilleure couverture à chaque endroit. Et vous l'imaginez assez aisément, ces lieux vont être parfois des lieux d'attente, parfois des lieux où beaucoup de gens vont se masser, et donc vous avez une dimension de gestion de la capacité qui est également à prendre en compte. Donc on essaye, là aussi dans le design radio qu'on fait, d'avoir le maximum de points d'accès là où on va avoir le plus de personnes. Parce que hors de question là aussi d'avoir des bandes passantes qui sont bagotantes. Et une question peut-être un petit peu annexe, mais rencontrez-vous des difficultés aussi de la part de certains concitoyens qui peuvent appréhender avec une certaine réticence tout ce qui est technologique? Est-ce que vous rencontrez ce que les opérateurs parfois rencontrent lorsqu'il s'agit d'installer des BTS, par exemple 5G? Alors, Dieu merci, ce débat complètement contraire à la science est en train de s'atténuer. Je pense que vous citiez les opérateurs mobiles, on a maintenant 30 ans, plus de 30 ans de recul sur le GSM, sur les ondes. Le Wi-Fi, ça avait été également le cas. Donc on voit bien que ce débat va en s'atténuant. Il faut rester vigilant et continuer à faire de la pédagogie, continuer à expliquer, mais le besoin de connectivité l'emporte, Dieu merci, sur les craintes obscurantistes. Oui, et puis les études ont été là pour montrer qu'il n'y avait pas les dangers que certains continuent à vouloir afficher et qui n'ont aucune réalité. Alors, peut-être pour conclure, est-ce que vous pouvez nous donner l'un et l'autre une vision sur l'ensemble des services qui vont être offerts? Parce qu'on l'a bien compris, ça va changer considérablement la vie des Franciliens, à la fois sur la partie loisirs, mais aussi sur la partie travail. Donc c'est toute une logique de vie qui se trouve embarquée à travers ce projet. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, Christophe, notamment sur les services offerts? Oui, alors nous aurons beaucoup de données, puisque le métro est complètement numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, de par les automatismes, mais aussi des capteurs de position sont placés dans la gare, des balises, qui permettent aussi de détecter des flux de voyageurs. Alors, le métro a été conçu avec des modèles numériques, donc du BIM, donc on a des données de conception et on aura des données d'exploitation. Donc en croisant tout ça, on peut faire beaucoup de choses. Alors les applications existent pas forcément aujourd'hui, les cas d'usage pas forcément. Moi j'ai quelques idées de choses qui pourraient être faites. Par exemple, une personne à mobilité réduite, le métro sera à 100% accessible. Une personne à mobilité réduite qui sort du métro aimerait bien avoir un taxi qui l'attend. Il pourrait y avoir un lien entre l'arrivée des trains qui eux savent qu'il y a une personne à mobilité réduite dedans, puisque la personne aura utilisé les ascenseurs dédiés, pour automatiquement appeler les taxis à la surface, qui permettront de prendre en charge cette personne à mobilité réduite sans qu'il ait besoin de sortir et de chercher un taxi. Ça pourrait être une application. Mais je pense que toutes les applications restent à inventer. Et en fait, ce métro, comme on l'a dit, comme l'a dit Guillaume notamment, il est architecturé, c'est-à-dire que c'est une œuvre d'art. Certaines gares sont emblématiques, il y a des artistes qui interviennent dedans, et ils visent quelque part à améliorer la vie des Franciliens.
C'est ça qui est important. Il est aussi résilient, et notamment par rapport au changement climatique. Comme on va reconstruire les quartiers tout autour de la gare, on va pouvoir faire des bâtiments traversants qui vont permettre effectivement de s'adapter aux évolutions climatiques. Les applications numériques restent à inventer. Le socle de connectivité est en place à travers le Wi-Fi, à travers la 5G, à travers le réseau de fibre noire dont j'ai parlé tout à l'heure. Par contre, les applications restent à inventer et ça sera l'objet, laissons-en pour plus tard, pour nos successeurs. Fantastique, donc ça devient véritablement des labs ou des fabs sur lesquels effectivement il va y avoir, grâce à la data notamment, des possibilités d'invention, d'application. Et pour vous, Guillaume, alors peut-être plusieurs cas d'usage. Le premier, donc on va couvrir non seulement les parties ouvertes au public, mais également les parties qui ne sont pas ouvertes au public. Et donc imaginez un mainteneur sur des systèmes qui aura été prévenu par un capteur d'Internet des objets, LoRa, d'une défaillance, qui va pouvoir intervenir avec un ordinateur, pour le coup connecté en Wi-Fi, se connecter aux équipements éventuellement défaillants ou qui ont besoin de maintenance. Donc vous voyez, même au 9e sous-sol, là où vous avez des équipements, vous avez besoin d'apporter de la connectivité et pour que ce soit de la maintenance prédictive ou autre. Peut-être le deuxième cas d'usage un peu plus ouvert vers le public, comme ça a été dit, c'est plusieurs étages, il y a des commerces, les gares, hein, c'est plusieurs étages avec des commerces. On peut tout à fait imaginer des magasins éphémères qui viennent là aussi juste s'implanter temporairement, vendre des glaces en été, je ne sais pas, mais ces gens-là ont besoin juste d'avoir une caisse électronique, d'avoir accès à des données. Là aussi, la connectivité Wi-Fi va permettre aux magasins éphémères de fonctionner. Le dernier cas d'usage est peut-être celui auquel vous êtes le plus habitué, c'est véritablement vous ou moi comme passager. Mais là, réfléchissez peut-être à 2-3 grosses tendances. La première tendance, malheureusement, enfin, non, pardon, il n'y a pas de jugement derrière ça, nous passons tous plus de temps devant les écrans. Là, grâce à ce projet, vous allez récupérer du temps qui auparavant était utilisé à conduire, pédaler ou autre. Là, vous allez être quelque part tranquille et vous allez pouvoir vous dégager du temps, comme je disais tout à l'heure, ou du temps de travail ou du temps de divertissement dans un environnement qui s'y prête. Donc vous allez consommer un peu plus d'écran. Vous avez, moi, de plus en plus de terminaux sur vous. Tous ces terminaux sont connectés en Wi-Fi et donc après c'est là où notre rôle d'opérateur s'arrête, hein, c'est-à-dire que nous on fournit de la bande passante. Que vous choisissiez à 8h du matin de travailler ou que vous choisissiez de terminer la série que vous avez commencé la veille. C'est un choix qui appartient. Voilà, ou de jouer, c'est votre choix, je le respecte, je n'ai pas à intervenir. Mais en tout cas, c'est clair que fournir cette connectivité, ça permet tout ça. Et bien évidemment, et parce que ça a aussi son importance, avec une protection de la vie privée, avec une protection également de tous les contenus qui peuvent être criminels ou interdits par la loi. On oublie souvent, mais ça aussi, ça fait partie de notre rôle d'opérateur que de garantir ça. Très bien. J'ai une dernière question à tous les deux. Ce projet, on le voit, c'est un projet qui suppose effectivement qu'il y ait une coordination de multiples acteurs, mais finalement, qu'est-ce que ça vous a appris par rapport à vos collaborateurs, par rapport à vos équipes? Quelles sont finalement les compétences peut-être aussi nouvelles que ce projet a impliquées chez vos collaborateurs ou même dans la façon de travailler? Christophe. Oui, les compétences, alors il se trouve que la France a la chance d'avoir des compétences d'ingénierie assez importantes. On forme des très bons ingénieurs et on a des gens qui sont compétents dans le domaine du ferroviaire. C'est d'ailleurs une technologie qui s'exporte bien. Un certain modèle français, d'une certaine façon. Vous avez raison, oui. Alors effectivement, la difficulté, c'est de recruter et de conserver ces collaborateurs. Par contre, je pense que ce qu'il y a de commun avec tous ces collaborateurs, c'est qu'ils sont tous très fiers de travailler sur le Grand Paris Express. Et c'est d'ailleurs facile pour nous et pour l'écosystème qui travaille autour, puisque c'est quand même un projet qui est porteur, hein, c'est un projet d'avenir, c'est un projet francilien, c'est du concret, hein, on va quand même construire en 15 ans ce métro, c'est mobilisateur, et beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs sont contents de venir travailler sur ce projet, d'apporter leur pierre à l'édifice et pouvoir plus tard dire, ben voilà, j'y étais, j'ai contribué à améliorer la qualité de vie des Franciliens en travaillant sur le projet du Grand Paris Express. Et pour les collaborateurs de Hub One, Guillaume?
Comme vous savez, on a un code génétique chez Upone qui est beaucoup tourné autour de la technologie. On a vraiment des passionnés de technologie, que ce soit 5G, cybersécurité, l'Internet des objets. Et en fait, sur l'équipe qui travaille sur ce projet, j'ai vu un surcroît d'enthousiasme et d'excitation, hein, vraiment d'excitation, comme l'a dit très bien Christophe, d'apporter une contribution à ce projet. Parce que c'est la beauté de ce qui a été déjà réalisé, modestement contribuer à un métro du XXIe siècle, c'est vrai avec du numérique, c'est incontournable, c'est indispensable, mais vraiment cette pointe d'excitation, d'enthousiasme, ça rejoint tout à fait ce que disait Christophe, contribuer à un projet majeur. Merci beaucoup à tous les deux, merci Guillaume de la Valade, merci Christophe Villard, à bientôt.